Approchez. N'ayez pas peur des ténèbres qui vous entourent. Elles sont plus honnêtes que la lumière aveuglante du monde extérieur. We cannot let this information leak before the merger. The press is already suspicious, Mr. Chairman. We control the narrative. Elles agissent dans l'ombre, leurs rituels sont un mystère, et leurs membres sont unis par des serments inviolables. Depuis des siècles, les sociétés secrètes nous fascinent et nous inquiètent. On les accuse souvent de tirer les ficelles du monde en coulisses. Mais qu'en est-il vraiment? Quelle est la part du mythe et où commence la réalité? Plongeons ensemble dans cet univers parallèle. La question a l'air simple, mais la réponse est absolument essentielle. Où trace-t-on la ligne exactement? Entre un groupe ouvert, comme une fraternité étudiante par exemple, et une organisation qui se définit avant tout par ce qu'elle cache au grand jour. En fait, la vraie différence, ce n'est pas juste d'avoir des secrets, c'est l'intention derrière. Une fraternité classique a des secrets, mais une société secrète est un secret. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'on peut tout à fait faire partie des deux en même temps. Ça laisse penser que ces sociétés secrètes fonctionnent un peu comme une couche supérieure, une élite cachée au sein même d'organisations qui, elles, sont bien visibles. Et attention, tout ça, ce n'est pas une invention récente, loin de là. Les racines de ces pratiques plongent directement dans l'Antiquité, dans ce qu'on appelait les cultes à mystère. Des milliers d'années avant notre époque, des groupes comme les disciples d'Isis ou les initiés d'Éleusis fonctionnaient déjà sur les mêmes bases, un secret total et des rituels de transformation très puissants qui promettaient une forme de salut. Pour y voir plus clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, au moins de nom, la franc-maçonnerie. C'est sans doute l'une des sociétés secrètes les plus anciennes et les plus célèbres. Le mythe fondateur, c'est la clé de tout. En affirmant descendre des bâtisseurs du temple de Salomon, les francs-maçons s'offrent une lignée incroyable. Une connexion directe à l'architecture sacrée, à la géométrie, à un savoir presque divin. C'est une histoire extrêmement puissante qui ancre leur fraternité dans un passé prestigieux. Et puis, il y a cette autre légende, tout aussi tenace, qui relie les francs-maçons aux fameux chevaliers templiers. Cet ordre de moines soldats, devenu richissime et très influent, a été anéanti de manière spectaculaire en 1314. Le mystère autour de leur trésor, qui n'a jamais été retrouvé, et la rumeur selon laquelle des chevaliers auraient survécu. My brother, why do you choose to stay in the mud? Light? You speak of light, master? Tout ça a nourri l'idée qu'ils auraient transmis leur savoir secret à de nouvelles organisations comme la franc-maçonnerie. Au cœur de l'expérience maçonnique, il y a le rituel d'initiation. Et ce n'est pas juste une cérémonie, c'est une véritable transformation psychologique. Le fait de mourir à son ancienne vie pour renaître au sein du groupe, ça crée un lien extrêmement fort, presque indestructible. C'est ce rituel partagé qui soude les membres dans une confiance et une loyauté absolue. Maintenant, on va faire quelque chose d'un peu inattendu. Et si pour comprendre ces pratiques millénaires, on utilisait un outil de pensée ultra moderne? Changeons complètement de perspective. Notre guide, croyez-le ou non, c'est une agence du gouvernement américain, le NIST. Et sa spécialité, c'est la cybersécurité. C'est elle qui définit les règles pour protéger les informations les plus confidentielles. Alors, le NIST travaille avec un concept clé, les informations personnelles identifiables ou IPI. De quoi s'agit-il ? C'est simple, c'est n'importe quelle donnée qui permet d'identifier une personne de manière unique. Un nom bien sûr, mais aussi un numéro de sécurité sociale, des données biométriques, bref, des informations très précieuses qu'il faut absolument protéger. Bon, et alors, quel est le rapport avec notre sujet? Eh bien, posons-nous la question. Si une société secrète était une sorte de base de données, quelles seraient ses IPI? Quelles seraient les informations les plus critiques à protéger à tout prix? Et c'est là que tout s'éclaire. Les secrets d'une société sont ses actifs les plus précieux. Ce sont leurs IPI à eux. La liste des membres, le déroulé exact des rituels, les mots de passe, les signes de la main, tout ça c'est de l'information ultra sensible. Et si on y pense bien, leurs serments et leurs rites d'initiation ne sont en fait rien d'autre qu'une forme très ancienne, mais incroyablement efficace, de sécurité de l'information. D'accord, donc on commence à comprendre comment elles font pour garder leurs secrets. Mais la grande question finalement c'est: pourquoi? Pourquoi tant d'efforts? Passons de la mécanique interne à leur impact bien réel sur le monde qui nous entoure. Parce que, ne nous y trompons pas, l'influence de ces groupes n'est pas qu'un fantasme. Elle s'exerce à tous les niveaux de la société, des universités les plus prestigieuses jusqu'aux plus hautes marches du pouvoir. Regardons quelques cas concrets.
Sur les campus nord-américains, des sociétés comme Ducamus à l'Université d'Emory ou The Stewards à Georgetown ont été accusées d'essayer de manipuler les élections étudiantes ou de pousser des agendas politiques bien précis. On voit bien qu'elles ne se contentent pas de rituels, elles cherchent activement à peser sur leur environnement. Et cette influence, parfois elle atteint des sommets, c'est presque surréaliste. Imaginez la scène. En 2004, les deux principaux candidats à la Maison-Blanche, George W. Bush et John Kerry, appartenaient tous les deux à la même société secrète de l'université de Yale, les Skull and Bones. Quand un journaliste leur a posé la question, leur réponse a été un mur de silence. Leur secret partagé était plus fort que leur rivalité politique. L'empreinte de la franc-maçonnerie est littéralement gravée dans la pierre des institutions américaines. George Washington, lui-même franc-maçon, a posé la première pierre du Capitole en suivant un rite maçonnique. Les symboles, les membres, cette fraternité est intimement liée à l'histoire et à la pratique du pouvoir aux États-Unis. C'est un fait. On a vu leur histoire, leur méthode, leur pouvoir, mais il reste une dernière question, peut-être la plus fondamentale. Pourquoi est-ce que cet attrait pour le secret ne disparaît jamais ? En fait, la réponse est sans doute psychologique, au fond de nous. Dans un monde où tout est public, où tout se partage, ces sociétés offrent un sentiment d'exclusivité, presque de supériorité. Elles répondent à un besoin humain très profond, celui de faire partie d'un groupe à part, d'être spécial, et de posséder une connaissance, un pouvoir que les autres n'ont pas. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour la route. Alors que nos vies sont de plus en plus exposées, de plus en plus transparentes, peut-être que la capacité à garder un secret n'est plus une relique du passé. Peut-être qu'elle est en train de devenir la forme ultime du pouvoir. Voilà une question qui, elle, reste ouverte.